Aujourd'hui, on vous parle du Château Blanc. Hello! Hello! Bienvenue dans ce bûcher au laurier. C'est Cédric Et Laurent. et on va vous parler de Château Blanc ou The White Castle en version originale. De White Castle en l'occurrence. The White Castle. Château Blanc n'est pas encore dispo, même s'il y avait quelques boîtes à Essen. Hein. Château Blanc, c'est pour tout bientôt. Ouais, ça C'est arrive. pour tout bientôt, début novembre. Il me semble 5 novembre, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, par Yellow. Alors, c'est du 1 à 4 joueurs pour des parties de 80 minutes, c'est du 12+. 80 minutes, c'est à 4 à mon avis. Hein. À mon avis, oui, parce qu'à 2, c'est nettement plus rapide. Les concepteurs de jeu sont Isra et Shea, qui sont un couple, je pense, hein, il me semble bien. Ils sont connus sous le nom de Yamada Ice. Yamada Ice, oui. Et donc, c'est les concepteurs de Red Cathedral, entre autres, de Shinkansen, entre autres, hein, bien entendu. Vous avez très bon jeu. Ouais. C'est illustré par Johan Quardiet, qui nous a fait Mescape. Johan Quardiet. Ok. Il a fait les Mescape, c'est les petits jeux solitaires. Ah, ok. Voilà. Très bien, je ne connaissais pas. Ça, c'était pour les mensurations. C'est 1 euro. Oui, c'est 1 euro. C'est 1 euro avec un Château Blanc. Voilà. Très très bien. Et un meeple à la bite au cou, Tout à fait. qui n'est pas un cerf, mais un poisson, cette fois-ci. Le contour, tu veux dire. Le contour, ouais, un meeple. Oui. Ah, l'édition, je veux dire, on en parlera après. Le survol des règles. Donc, à votre tour de jeu, vous allez sélectionner un des dés qui est présent sur un des ponts si vous les montez. Parce que il faut les avoir montés pour ça. Et avec Je cette... ne devrais pas monter, c'est ça que tu veux dire. Voilà, ça doit être ça. Une fois qu'ils sont montés, à mon avis, ils prennent un quart de la boîte. Ils prennent un quart de la boîte qui est plein à craquer. Voilà. Du coup, je les ai laissés bien à plat, puisque sur le plateau central, les ponts sont déjà dessinés. Hein. C'est juste pour avoir un effet, un peu plus relief. Et donc, avec le dé que vous allez sélectionner, donc sur ce pont, il pourra avoir X dés en fonction du nombre de joueurs. Vous pouvez sélectionner simplement le plus petit ou le plus grand. C'est le nombre de joueurs plus 1. En fait. Pardon ? C'est le nombre de joueurs plus 1. Donc, donc il y aura au moins 3 dés, voire 5 dés si vous le jouez à 4. Et donc vous allez pouvoir sélectionner soit la plus petite valeur qui se trouvera à gauche du pont, ou la plus grosse valeur qui se trouvera à droite du pont. Avec ces valeurs, avec ces dés-là, vous allez le placer, c'est du placement d'ouvriers, dans un certain slot, bien entendu, avec une certaine valeur à... Vous n'êtes même pas obligé de le respecter. En fait, si vous ne les respectez pas, vous aurez un bonus ou un malus. Et donc, vous allez faire... C'est la couleur qu'il faut respecter. C'est les couleurs que vous devez respecter parce que chaque lieu va accepter différentes couleurs. Peut-être les 3 couleurs de dés, le blanc, le noir ou le rouge, peut-être, ou simplement 2 couleurs de dés. Et donc, il y aura un lieu qui ne sera où vous ne pourrez pas aller avec tel type de dés. Et donc dans tous ces lieux, c'est du placement d'ouvriers, hein, sauf qu'ici vous allez placer vos dés, et dans tous ces lieux, vous allez faire X actions en fonction de la couleur du dé, et donc vous allez faire 1 ou 2 actions bonus, prendre des ressources, hein, c'est beaucoup de la gestion de ressources. Vous allez aussi envoyer certains types de meeples dans certains lieux, parce que vous avez 3 types de meeples. Vous avez des jardiniers, je suppose... C'est 3 actions principales. Oui. En fait, il y a 3 types de meeples, et il y a 3 actions principales, plus une qui est un petit peu bonus, la lanterne. Les 3 actions principales permettent chacune d'envoyer un ouvrier dans un certain lieu. Donc il y a ceux qui vont dans le château, qui vont permettre de scorer en fonction de la hauteur dans laquelle ils sont montés dans le château. Il y a les jardiniers qui vont scorer en fonction de là où on les a placés. Les emplacements qui scorent le plus sont évidemment les plus chers et plus difficiles à placer. Et puis il y a les combattants, on va dire, les soldats qui, eux, dans la troisième action, on va les placer dans des camps d'entraînement. Elle sera un multiplicateur par rapport à ceux qui sont placés dans le château. Voilà. Et une action lanterne, c'est un peu l'originalité. Oui, on en parlera dans les twists. On en parlera dans les twists, exactement. Bah, pour une fois, on a pratiquement tout dit. Donc c'est de la gestion de ressources, évidemment. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc vous avez trois lignes de ressources. Hein. Vous avez du riz, vous avez de l'argent et vous avez du métal. Non, il y a 3 ressources de base qui sont sur le plateau. Donc il y a les perles, la nourriture, le riz. Et le métal. Et le métal, c'est ça. Et puis il y a 2 ressources qui sont le matériel, qui ne sont pas des pistes, c'est l'argent et les démios. Les démios permettent principalement de faire des actions. Les perles permettent principalement de permettre aux ouvriers de monter dans le château. Le riz permet surtout de placer les ouvriers dans les différentes cases. Les jardiniers. Hein. Et le métal permet d'envoyer les soldats à l'entraînement.
Voilà, donc chaque ressource a sa fonctionnalité. Les pièces sont plutôt pour... générique un peu partout. Hein. Ouais, c'est ça, pour accéder notamment pour envoyer le premier ouvrier dans le château, ce genre de choses, et pour payer certains emplacements D, puisque ça on va arriver, on en parlera dans les twists. Mais l'argent ça sert surtout à pallier certains placements D, parce que tu disais qu'on pouvait mettre n'importe quoi, il y a quand même... Voilà. On peut, mais il faut éventuellement payer. Voilà, on va passer sur les twists directement, parce que justement on va parler de cette valeur de D, parce que là tout ce qu'on a dit vous ne comprenez peut-être pas, mais là donc maintenant avec un des twists principaux, c'est cette fameuse valeur de D dans le lieu que vous allez le mettre. C'est-à-dire, si un lieu vous demande de mettre un dé 3 et que vous venez avec un dé 3, rien ne se passe. Si vous venez avec un dé 6, vous allez prendre une valeur de 3 pièces. Vous allez prendre le delta, en fait, entre la valeur de votre dé et la valeur imprimée sur le lieu. Par contre, si vous venez avec un dé 1, là, vous allez devoir payer le delta. Avec un dé qui est inférieur à la valeur. Vous devrez payer le delta. Et ça, c'est un des twists du jeu qui est quand même vachement bien foutu, je trouve. Pourquoi? Parce que quand on va sélectionner les dés, vous allez me dire, alors prenez simplement les dés de plus forte valeur, du coup, parce qu'à chaque fois que vous allez passer dans un bâtiment, vous allez prendre de l'argent. Mais non, parce que si vous prenez le dé de plus petite valeur, eh bien là, vous avez une action un peu bonusée. La fameuse lanterne dont on parlait. À savoir la lanterne, à savoir que pendant le tour de jeu, vous allez récolter des cartes de certains lieux que vous allez mettre chez vous. Mais à un moment donné, quand vous allez les prendre, eh bien, donc, elles vont être remplacées, elles vont venir en dessous de votre plateau, et elles vont venir dans la section lanterne. Et donc, cette section lanterne va ces cartes, en fait, vont vous donner un bonus. Ça peut être des bonus, ça peut être des ressources, ça peut être une montée sur la piste que je n'ai pas retenu le nom, la piste supérieure. La piste aux oiseaux, parce que la piste aux oiseaux, parce que c'est des oiseaux de voyage, la piste de voyage, je suppose. Qui fait que scorer ou déterminer le premier joueur dans les... Donc, un des twists principaux, c'est ce placement de dés avec ces valeurs totalement différentes. On ne peut pas vraiment parler de twist, mais c'est clair, en tout cas, c'est une mécanique principale du jeu, c'est ça, je parlerai plutôt de ça. La lanterne est déjà un peu plus spécifique, c'est déjà un peu plus un twist. Mais moi, je veux dire, s'il y a un twist dans le jeu, c'est que c'est un jeu où on a l'impression qu'on peut faire plein de choses, mais en fait, il y a 3 tours, on ne l'a pas précisé. Oui. Il y a 3 tours, on prend 3 dés à chaque tour, donc on prend 9 dés, et that's it. Oui, c'est ça. Et donc, si on ne combote pas, on fait rien. Vous allez faire... Si vous aimez les jeux satisfaisants et vous n'aimez pas les jeux à combo, vous allez le brûler sur la place publique, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est ça le twist principal, qui n'en est pas un, mais c'est le fait qu'on a 9 tours, et dans ces tours, un tour, ça peut consister à prendre un dé, le poser et prendre une ressource. C'est possible que ce soit juste ça. Ça peut s'arrêter là. Voilà. Il faut faire en sorte que ça ne s'arrête pas là, et justement, l'intérêt du jeu est là. Ouais, c'est clairement ça. Donc c'est un pur jeu à combo. Donc c'est du placement d'ouvriers qui est symbolisé par des dés. Bien entendu de la gestion de ressources aussi, et aussi de la production, parce que quand vos ouvriers sont c'est des jardiniers, je pense, qui sont dans un certain lieu, ils vont produire à la fin de chaque tour, à condition qu'il reste encore un dé dans le lieu, sinon le lieu ne produira pas, et tout ça. Si, ça... Ça, c'est le scoring des ouvriers, tu parles, des jardiniers. Oui, c'est ça. Mais sur le plateau, peu importe, le plateau, Oui, bien sûr. Je parle pas la même chose. Je parlais des jardiniers, que s'il restait un dé, ils allaient produire dans le lieu qu'ils étaient. Et donc, on peut refaire l'action dans lequel ils se trouvent. Voilà, donc c'est un pur jeu à combo, clairement. Donc, en plus d'être un placement d'ouvriers, il faut absolument que vous arriviez à faire comboter. Et par contre, quand ça commence à comboter et que ça tourne bien, là vous avez vraiment l'impression de faire 50 choses, parce que ça peut même boucler, parce que telle action, on me redonne une autre action, qui me redonne une autre action, et ça risque de boucler. Donc si vous prenez simplement... Surtout comme je disais, il y a 3 actions principales en fait. Donc une action qui donne une action qui donne une action, comme tu dis, ça boucle rapidement puisqu'il y en a que 3. Ouais. Et donc si jamais vous ne parvenez pas à mettre votre moteur en marche et tout, ce jeu va vous paraître très pauvret, parce que vous ne faites que 9 actions. Pas satisfaisant. Frustrant. Donc autre chose que dans les twists? Donc, comme je te dis, moi c'est vraiment ce côté très peu d'action qui est le twist principal. Le reste, après, comme tu dis, il y a le placement de dés, mais est-ce qu'on peut parler de ça? Il y a la lanterne, et il y a les revenus. On ne peut plus parler de twist parce que maintenant ça se voit dans plein de jeux, on parle de Terra Mystica et autres. Bien sûr. Le dernier petit twist, mais bon, il est difficile à expliquer, c'est que quand on passe un ouvrier dans le château, on récupère la carte qui remplace la carte principale, et donc les revenus
puisque quand on déclenche un revenu sur une certaine ligne d'ouvriers, on gagne toutes les cases qui ont été libérées par le placement d'ouvriers, mais on gagne aussi le bonus de la ligne correspondante sur la carte en question. On n'a qu'une carte sur notre plateau, et en général c'est une carte qu'on récupère dans le château. Donc c'est original parce que non seulement les actions dans le château changent puisqu'on remet une nouvelle carte, mais en plus on récupère une carte qui va nous changer les actions ou les bonus qu'on va récupérer chez nous sur le plateau, et l'autre part dans la lanterne. Donc il y a une espèce qui va grandir à chaque fois qu'on fera de la lanterne, qui va grandir, qui va nous donner son pouvoir, le pouvoir de la carte au verso, qui est généralement une ressource ou... c'est ça. Et donc il y a ce mouvement de carte qui est assez original. Donc non seulement ça remplace l'action du tableau du plateau principal, ça remplace la carte qui nous donne donc des actions additionnelles quand on fait un revenu. Et ça change, ça s'ajoute au bonus lanterne quand on le déclenche, qu'on prend un tout petit dé. Ouais, donc ça c'est un twist assez fort aussi, hein, cette carte qui disparaît, qui change la morphologie du lieu et de votre plateau joueur. Donc ça c'est vraiment... Mais ça peut aussi, par contre on en parlera peut-être dans nos avis de celui-là. Je pense que tu as les négatifs. Ouais. Bah, c'est pas vraiment négatif, mais il faut savoir qu'il y a il y a 3 actions, mais on peut arrivé à un moment où il n'y en avait plus que 2. Où on n'a plus accès à une certaine action. Ça me dérange un peu, c'est vrai. La rejouabilité, il n'a pas énormément de profondeur tactique, je pense. Il a plus de variabilité, effectivement. Maintenant, une partie ne sera pas l'autre, quoi qu'il arrive, parce que les cartes ne vont pas arriver dans le même sens. Et il y a des parties qui seront meilleures que d'autres. Oui, ça c'est sûr. Dès le départ, parce que si dès le départ, encore une fois, les cartes, même si elles changent, puisqu'elles viennent sur les plateaux des joueurs, même si elles changent, si la configuration de départ vous convient pas, ou vous faites les mauvais choix, encore une fois, vous pouvez comment je vais dire, vous coupez l'air sous le pied dès le départ, et donc la partie peut être compliquée. Ouais. Moi, l'intérêt réside dans le fait de maximiser, voilà, c'est ça, et donc d'arriver à faire tourner, et arriver à moteur, et puis après, à un certain moment, s'il commence à avoir l'habitude, et on voit tout de suite ce que Romain disait, après il lui a fait 4-5 parties, il commence à avoir les ficelles, et là je peux comprendre qu'à certains moments, donc c'est pas nécessairement une question de variabilité, parce qu'il n'y a pas vraiment de variabilité à part les cartes, puisque encore une fois, c'est juste la disposition des actions, d'être ces 3 actions et des bonus qu'on récupère, des ressources qu'on peut récupérer. Le reste est absolument identique. C'est plutôt dans le fait d'essayer d'exploiter le jeu, de contourner les difficultés du jeu et les barrières que nous met en apparence le jeu, et arriver quand même à faire le maximum de choses au bout des 9 tours. Une fois qu'on y arrive et qu'on l'a fait et qu'on le fait à chaque fois, est-ce qu'il y a encore du challenge après? Probablement pas. Est-ce qu'il y a encore une profondeur après? Probablement pas. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas agréable. Le poids BGG et la cible, c'est du 3 sur 5. La cible, c'est pas de l'expert. Hein. C'est de l'initié. Il va falloir faire tourner votre combo, rien de bien compliqué. N'importe qui a l'habitude de jouer à des Eurogames, ils ne seront pas perdus dans celui-là. Non, clairement pas. Le matériel. Le matériel, comme souvent chez De Vere, est toujours un petit cran au-dessus, parce qu'ils ont des meeples sculptés pour un prix, somme toute, assez raisonnable. Ils ont souvent des petites boîtes, même si ils ont des grands formats aussi, mais je pense par exemple à la Cathédrale Rouge, qui est des mêmes auteurs aussi, et qui est aussi difficile à fermer à la fin de la partie, tellement il y a du matos. Ici, vous avez des petits ponts. Là, on est peut-être un petit peu en surproduction, mais ça reste du punch. C'est surtout, c'est un parti pris, parce que quand vous voyez la taille de la boîte, c'est aussi, on sait très bien que voilà, une fois que le matos est dépunché, on sait très bien que on veut le ranger un peu, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc c'est un parti pris de faire une petite boîte comme ça. Hein. Ils veulent avoir beaucoup de jeux dans une petite boîte. Dans des bambous, dans d'autres c'est peut-être moins problématique. Dans celui-ci, si on construit des ponts et qu'on veut tout ranger dedans un peu correctement. Donc vous avez des plateaux double couche pour des simples couches mais sculptées. Ils sont percés. Ils sont percés, ce qui est une bonne idée. En fait, moi je trouve ça fort sympa. Pour la gestion de ressources, parce que si vous n'aviez pas ces plateaux, pas double couche mais donc sculptés, ça risquait d'être catastrophique en cas de maladresse. Vous avez les meeples qui sont totalement sculptés aussi, avec le contour qui est... Donc les 3 sont différents. Ouais, donc tout est vraiment... voilà, c'est un matériel de bonne facture. À ce niveau-là, chez De Vere, en général, on est rarement déçu. Ouais, ça, on est déçu ailleurs, mais pas là. Ouais, donc il y a beaucoup du budget qui part là-dedans. Allez, nos avis. Je te laisse commencer. Ok. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Malgré un énorme défaut qui pourrait à la limite être rédhibitoire, je pense. C'est-à-dire que la grosse force de jeu qui est là dans son twist de ces cartes
qui se retire des lieux, donc qui change la morphologie du jeu, des lieux, et qui change la morphologie de votre plateau joueur, fait aussi que ça pourrait très mal se passer. Je m'explique. Il n'y a que 3 actions principales dans le jeu, et donc à force de faire mouver ces cartes, on risque des fois de n'avoir plus que 2 actions dans le jeu. Parce que les cartes qui vous donnaient accès à cet emplacement-là n'est plus là, même s'il y a un des emplacements fixes sur le plateau. C'est ça. Il y a des emplacements fixes. Mais on ne peut mettre qu'un dé. Oui. On ne l'a peut-être pas dit aussi, c'est qu'un dé, on peut mettre qu'un dé par emplacement. Oui. À 3 et 4, on peut superposer 2 dés. Et la valeur dépend du dé qui est en dessous. Ouais. Donc ça, c'est ça. Donc à 3 et 4, on peut faire cette action-là 2 fois. Ouais. À 2, on ne peut pas. Mais donc, tout ça pour dire que, étant donné qu'il y a 15 slots d'action pour cette action-là, cette action-là, elle est prise. C'est-à-dire que si elle n'est pas présente autre part, vous perdez tout un pan. C'est-à-dire, nous, au 3e manche, j'ai eu le problème, parce que j'avais accumulé toutes les ressources pour faire une certaine action. Donc pour monter mes ouvriers tout en haut, j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais à fond de perles. Et je n'avais plus accès à l'action. L'action n'était plus disponible. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait directement, donc on a bloqué le slot, et puis après, elle n'était plus disponible nulle part. Donc sa grande force devient aussi une grande faiblesse, du coup. Parce qu'alors là, vous vous retrouvez avec 9 actions à faire, avec à la limite la dernière qui est limite une action par dépit, en disant, ok, je vais prendre 3 ressources, ça me vaudra peut-être un point, genre de choses. On fait toujours un quelques points. Oui, voilà. On aurait vraiment aimé que ça cartonne. Parce que les combos peuvent être cassés justement par ces cartouches. Ouais. C'est assez déroutant aussi, parce que ça va très vite. Vous n'avez que 9 actions. Alors, je pense que on a vraiment envie qu'il y ait un 4e tour. On a très envie qu'il y ait un 4e tour, parce qu'on sent vraiment la grosse force là. On est prêt et tout. Et donc le jeu. J'aurais jamais été curieux de le tester avec un 4e tour. Ouais, et le jeu s'arrête là. Et donc on a quand même cette frustration qui est là. Alors, est-ce que c'est comme on n'a pas transgressé les règles et fait un 4e tour pour voir ce que ça donnait, on ne sait pas si ce tour-là est de trop peut-être qu'il serait trop, ultra satisfaisant. Et donc on reste un peu frustré, même si ça reste de la bonne frustration, parce qu'on n'est pas dans le truc en disant j'ai tout fait, j'ai tout éclaté, je suis à fond de piste dans tout. Ça peut arriver à un certain moment. Donc, selon la configuration et selon l'expérience qu'on a, ça peut arriver qu'à un certain moment. Et c'est là que je dis la variabilité, c'est là qu'elle a sa limite. Ouais. Et donc je pense que les 3 tours, on est vraiment pas mal avec ça. C'est ça qui fait, encore une fois, pour moi c'est ça qui fait l'originalité du jeu. Rajoute un tour. Peut-être que c'est plus satisfaisant, peut-être que c'est mieux, mais tu enlèves une partie de l'originalité du jeu qui est dans cet esprit d'urgence et de maximiser, d'optimiser au maximum son moteur. Et personnellement, d'un avis personnel, si au bout d'une partie, je me retrouve à fond dans toutes les pistes, on n'a pas joué avec Philippot non plus. Non, ça c'est clair. On n'a pas joué avec le test ultime du jeu pour leur pousser dans certaines directions. Maintenant, si moi je me retrouve à fond dans toutes les pistes après une partie, c'est clair. Est-ce que le jeu, est-ce qu'il mérite d'être joué du coup? Donc là voilà, je reste sur ma faim sur ce jeu parce que je me dis, j'avais tellement envie de faire des trucs en plus que moi, ça reste positif. Malgré ce fait de jeu qui est arrivé et qui est, on est vraiment à la limite du rédhibitoire quand même. Je suis un peu de mon avis, si ce n'est que c'est 15 minutes par joueur. Oui, c'est très court. Alors du coup, ça ne me dérange pas. C'est comme un jeu de lancer de dés qui dure 10 minutes. Il n'y a absolument aucun contrôle, ça ne me dérange pas, on s'amuse, c'est fun, on fait son petit truc. C'est un petit peu le même principe ici. Ça peut être rédhibitoire, ça peut être énervant. Mais ici, c'est quand même relativement... Voilà, après un quart d'heure, on se dit, de toute façon, c'est fini. Enfin, après une demi-heure, un quart d'heure par joueur, c'est fini. C'est pas trop grave. Et puis, il y a quand même... c'est quand même pas un scénario qui arrive à chaque fois. Et même s'il arrive, qui s'étale sur plusieurs actions ou plusieurs tours, bon, voilà, il faut plusieurs astres qui s'alignent quand même. Donc, pour moi, c'est pas gênant. Moi, il a tout pour pas me plaire. Mais je vais le garder dans ma collection quand même, en tout cas pour l'instant. Pour 2 raisons. Je ne ponce pas mes jeux, du tout. Si vous poncez les jeux, je pense que vous en ferez le tour relativement rapidement. Je suis assez d'accord avec Romain là-dessus. Deuxièmement, c'est du 15 minutes par joueur. Pour un jeu comme ça, j'en ai pas énormément. Et j'avais déjà un petit peu ça avec la cathédrale, mais c'est encore plus fort ici. Ça sort facilement. Ça s'installe, on fait une partie, une demi-heure après on a rangé, on a sorti un Eurogame dans une boîte qui prend pas trop de place. C'est pas ça qui va bouffer. J'ai reçu mon pledge d'Anunnaki, je pense que j'en range 10 dedans. C'est ça. Voilà, donc pour ces raisons-là, son format aussi bien physique qu'au niveau gameplay
Et le fait que je ne pense pas mes jeux, voilà, ça atténue un petit peu la mauvaise note entre guillemets que j'aurais pu lui mettre. Il est plus court que la cathédrale rouge en termes de longueur. Oui, il est plus court. Et moi, encore une fois, c'est 15 minutes par joueur. Je suis très très curieux de le tester à 3 et 4, même si je suis quand même persuadé que sa meilleure config serait peut-être 2. 2 voire 4. 3, j'ai l'impression qu'il risque d'être un peu lax. C'est à partir du moment où on peut doubler les dés par action. C'est sûr, à mon avis, le 4 ressemble plus au 2. Oui. Le 4P ressemble plus au 2P. Le 3P doit être un peu plus ouvert, quoi. Probablement, oui. Donc moi je suis très très curieux de le tester dans ces configs-là. Encore une fois, moi j'ai bien aimé, sauf effectivement ce fait de jeu qui était un peu... voilà, c'est le caillou dans la chaussure, hein. On se dit, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Ouais, encore une fois, c'est un parti pris, mais dans un jeu aussi ramassé. Voilà, mais on pourrait dire ça aussi, par exemple, un peu différent, mais de... Wayfarers, l'année dernière, selon la configuration des cartes, on a des parties qui seront meilleures que d'autres. Ouais. Mais enfin, Wayfarers, ça dure 2 heures ici. Là, justement, Wayfarers, chez moi, c'est pas passé. Sur 2 heures, c'est plus compliqué quand tu as une mauvaise partie. C'est ta première partie, tu fais une mauvaise partie. Tu peux être plus frustré qu'ici, tu fais une mauvaise partie. Après, j'en connais qui n'y reviennent pas. J'en connais d'ailleurs quelques-uns où c'est le cas, ils ne reviendront jamais après une première partie. Mais voilà, si on est conscient de ça et qu'on sait que ça dure une demi-heure et que de toute façon après une demi-heure, il y a des jeux de pli qui durent une demi-heure. Hein. Voilà, et on a peut-être plus de contrôle ici que dans certains jeux de pli. Donc, voilà, les goûts et les couleurs. Ouais. Mais en tout cas, son format rattrape un petit peu les quelques errements qu'il peut avoir, avec cette condition de ne pas trop poncer ces jeux, parce que je pense que, oui, encore une fois... On en fera vite le tour. On fera vite le tour et on s'en lassera, et une fois qu'on a vu les ficelles, c'est moins intéressant. Ça reste plaisant. Pour moi, c'est plaisant. Donc, en tout cas, la première partie, ça reste plaisant. Verdict ? Ce sera un jeu parmi les jeux, quoi. Oui, ce sera un laurier. Ce ne sera pas un énorme laurier, mais ce sera un laurier. Encore une fois, je ne vois pas de bûcher vraiment là-dedans. Si c'était un bûcher, ce serait vraiment question de goût. J'essaie toujours, quand je donne un laurier au bûcher, en tout cas moi personnellement, j'essaie de rester un maximum objectif. Encore une fois, en toute objectivité, comme je dis souvent, je ne peux pas donner un bûcher là-dessus. On nous dit souvent qu'on ne donne pas beaucoup de bûchers. Mais vraiment des mauvais jeux... Voilà, ça m'avait plus dérangé. Chez Devir, il y en a d'autres qui sont bien plus mauvais. On ne va pas le citer. Voilà. Je mettrai l'incrustation de la Crimosa. J'aime bien passer. Je mettrai l'incrustation de la Crimosa. Voilà. C'est ça. Donc ça m'avait un peu plus dérangé. Donc ici, ça m'a dérangé un peu, mais ça m'avait un peu plus dérangé dans Bambou, par exemple. Donc souviens-toi. N'était pas bon. Hein. Souviens-toi de notre. On a fait un bûcher laurier. Non, on n'a pas fait un bûcher laurier. C'était le temps où on terminait. Ça aurait été un bûcher. Ça aurait été un bûcher. Bon, objectivement. Parce que là, en fait, on avait un peu les mêmes symptômes qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, donc, il y avait un pan du jeu qui avait disparu. Et dans Bambou, quand on avait commencé, on avait une ressource en commun à avoir. C'est pas bon. Et cette ressource n'est arrivée que les 2 derniers tours de la partie. Donc toute la partie, on était là, bon, quand est-ce qu'elle sort, qu'on puisse faire un petit peu quelque chose. Surtout que c'était tous les deux on attendait. Tous les deux la même. Donc encore une fois, c'est situationnel. Donc il risque d'avoir une situation dans le jeu qui peut être un peu irritante, clairement. Et dans Bambou, effectivement, on s'en lui ferme. Hein. On a déjà dit, on a l'art d'avoir des choses. On les attire. Hein, que les astres s'alignent même méchamment. Et dans Bambou, ils étaient clairement. On avait une belle ligne droite, hein, parce que là, on s'est dit waouh. Déjà, surtout que le jeu n'était pas super passionnant à la base. Si en plus on avait vraiment un contrôle très limité, vu que c'était basé sur une pioche de ce qui sortait d'une pioche. Et donc, je pense qui sauve ce jeu, c'est justement parce que c'est un effet de twist un peu particulier. Oui, et puis encore une fois, c'est rapide. Ça, à 15 minutes par joueur, c'est très bien. Il y a quand même pas mal de jeux dans ces 15 minutes. Hein. Encore une fois, on doit vraiment optimiser, on doit vraiment se concentrer pour faire compoter et faire le maximum d'actions qu'il est possible de faire. Et donc optimisation. C'est un jeu d'optimisation. Maximisation. C'est une essence d'euro, je dirais, à ce niveau-là. Ouais. C'est d'essence d'euro. Dans une petite boîte. Et la boîte représente bien ce que ça. Ils essaient vraiment de comprimer ça, mais pas comprimer ça en termes de profondeur, mais comprimer ça en termes de temps et d'action. Donc la boîte est raccord avec ça.
Voilà, on est pas mal. Hein. On est pas mal. C'était The White Castle, qui est chez De Vere Games, mais par contre la VO du Château Blanc qui arrive, je pense, c'est tout début novembre chez Yellow, donc c'est demain, hein, bientôt, donc, et ce sont les mêmes jeux. Pour la comparaison, c'est quand même en 2 crans au-dessus de la cathédrale pour moi. Au-dessus, la cathédrale rouge, en dessous. En dessous. En dessous. Ouais, la cathédrale rouge a quand même un peu plus hauteur au niveau de la réflexion. Ouais, il y a plus de corps. Hein, là, c'est vraiment un bon jeu moyen dans une petite boîte. C'est un jeu avec un timing très important. Il y a plein de petites choses. Plein de belles choses dans celui-là. Ouais. Ici, on est dans un jeu finalement plus simple et beaucoup plus centré sur soi-même. Ouais. Avec un côté casse-tête en fait. Oui, parce qu'on ne regarde pas trop ce qui se passe au... Non, il y a ce côté casse-tête, hein, développer ses combos, on réfléchit juste à ce qui est... Au niveau de l'interaction, oui, on peste un peu si tu as pris l'emplacement, mais on n'est pas bloqué, on va faire autre chose. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Le pitch, ça t'adore ça. Chaque fois je me fais avoir. Le pire c'est que chaque fois je me fais avoir. Non, mais cette fois-ci tiens. Renegade. C'est toi qui vas dire la boîte, voilà. Oui, avec mes vieux yeux, on va le faire. Les miens sont pires, hein, je te rassure. D'accord. Je suis plus vieux que toi, n'oublie pas. Vous êtes dans... J'en sais rien du tout. Je suis sûr, puisque c'est dans lequel qu'on avait le plus jeune... Ah non, c'était dans Aldebaran Duel. Où le plus jeune commençait. Oui. Et donc tu avais commencé. C'est ça. Ouais. Et c'était ça le pitch. C'était ça le pitch. C'est 1 euro. Oublié. Allez, le White Castle, Château Blanc. Le Château Blanc. Le plateau central représente le Château Blanc, mais qui est représenté par des cartes et des zones. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? Évidemment, il faut trouver déjà l'anglais, qui est en tout petit. Oui, à mon avis, c'est la première fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà. On n'est pas pro, nous.